Bonjour, je suis Gabriel Plassa. Je vais faire une présentation sur l'évolution du secteur des transports, le développement de la mobilité servicielle. Alors, tout d'abord, je me présente en quelques mots. Donc, je suis expert à l'ADEME au service transport et mobilité, également expert à la Commission européenne. Et j'anime et je rédige sur un blog depuis des années qui s'appelle Transport du futur. Et je suis à l'origine de la fabrique des mobilités qui travaille sur le sujet de l'open source dans le secteur des transports. Alors, l'automobile s'est construite en tant que système, c'est un système technique en tant que tel, et également elle a tissé des liens avec d'autres acteurs, notamment le secteur de la grande distribution. Et l'auto a ainsi permis le développement notamment des centres commerciaux à la périphérie des villes, donc une certaine forme d'aménagement du territoire, accessible uniquement en voiture et donc légitimant la possession automobile. Ce qu'il faut voir par là, c'est que du coup, l'automobile a créé un effet de réseau qui légitime et amplifie la nécessité de posséder une automobile pour eh bien, réaliser un certain nombre d'activités et qu'à son tour, ce développement renforce le besoin d'avoir une automobile. Alors si on revient à l'origine du système automobile, tout d'abord cet aménagement du territoire était positif, il a permis le développement également du commerce, de l'activité économique, de l'attractivité des territoires. Et il s'est fait en même temps avec une réappropriation de l'espace public, une réduction de l'usage des transports collectifs, puis un début d'externalités négatives sur les pollutions locales, puis la congestion, puis la dépendance à ce système, et ensuite des pollutions plus globales liées aux émissions de gaz à effet de serre. Ce développement, en fait, a également conduit à entremêler l'automobile avec d'autres industries, conduisant à la situation telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'un haut niveau de complexité, avec des industries extrêmement liées les unes aux autres. Et donc, en résumé, cette vision expansive de l'automobile, les grands espaces, la liberté de mouvement qu'incarne l'imaginaire automobile, arrive à sa fin et on ne pourra pas passer à un nouveau système de transport en amenant des progrès incrémentaux sur l'objet automobile sans revoir par ailleurs sa connexion à tout un tas d'acteurs. Et donc la question qui se pose, c'est quelle société souhaitons-nous développer? Quels sont les imaginaires associés? Euh, et comment peut-on regarder dans d'autres domaines des imaginaires qui aujourd'hui se développent? Le système est constitué en fait de 4 domaines en lien lui-même avec d'autres industries comme la grande distribution. Et ces 4 domaines, donc véhicules, énergie, infrastructure et information, sous-tendent 4 types d'industries très différentes, 4 temporalités très différentes, des jeux d'acteurs très différents, des modèles d'affaires très différents. Et aujourd'hui, donc, se déplacer revient à combiner ces 4 domaines pour réaliser une activité dans un territoire dans lequel les acteurs publics ont mis en œuvre un système de contrat de récompense, donc de fiscalité ou d'incitatif, pour encourager les pratiques jugées vertueuses. Le système de contrat de récompense se déploie à la fois sur le système énergétique, par le biais des taxes par exemple, sur le système du véhicule, par le biais du code de la route ou de la vignette, dans le domaine du territoire, par exemple les zones faibles émissions. Et donc c'est un empilement de contraintes récompenses.
Si on veut imager le système actuel, le système dominant, voilà ce qu'il donnerait principalement. Donc des objets automobiles tels que je l'ai illustré ici. L'industrie qui domine, c'est celle du pétrole. Le territoire, de nouveau, l'illustration, c'est les zones périurbaines où l'automobile domine. Et le système d'information, historiquement, a été plutôt délaissé ou assez peu travaillé par les acteurs avant le numérique, donc les acteurs industriels traditionnels. Donc, j'ai illustré par le guide Michelin la borne et les cartes. Et dans ce système-là, ce sont les activités des personnes qui pilotent les déplacements et les temporalités. Et en gros, le système de transport s'adapte à l'activité des entreprises. Si on rentre sur ce système que j'appelais Fordiste, donc comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il a réussi à créer des effets de réseau. Donc si on prend sur la droite, plus d'automobiles va conduire à développer les infrastructures routières, permettre une extension des commerces des villes à la périphérie, d'augmenter les distances et de légitimer l'utilisation de l'automobile. Et en même temps, cette dernière va donc euh, prendre dans l'espace public des surfaces allouées à la marche, au vélo ou au transport collectif, donc réduire la sécurité pour les modes alternatifs, réduire la possibilité d'utiliser des transports publics et collectifs, et donc légitime de nouveau l'utilisation de l'automobile qui vient se renforcer. Et donc on a ce qu'on appelle donc un effet de réseau. Et l'autre effet de réseau qui n'est pas mentionné ici, c'est une domination dans les imaginaires, dans différents médias qui donc saturent l'espace médiatique. Et donc la question qu'on peut se poser, post-automobile, point d'interrogation. Donc nous sommes passés de la calèche à l'automobile, non pas en mécanisant le cheval, mais en inventant des industries nouvelles. Industrie automobile, industrie du pneu, du pétrole, toute une chaîne de sous-traitants pour les composants. Et la question est donc de savoir si on va moderniser ou uniquement numériser ou électrifier l'automobile ou inventer de nouvelles industries. L'autostop, c'est relativement peu développé. Il est resté une niche jusqu'au moment où on est passé à une industrie du covoiturage. Et par exemple, le Segway n'a pas révolutionné la mobilité. Et donc, il faut bien réfléchir sur les systèmes globaux. Alors tout ceci se fait dans un contexte qui est très, très spécifique, que l'on peut décrire comme étant volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc forte volatilité, ça se traduit notamment au niveau des matières premières, des composants stratégiques, du prix de l'énergie. Incertitude sur l'évolution des contraintes et des incitatifs, notamment. Taxes, fiscalité, restrictions ou incitations. La complexité est relative au grand nombre d'acteurs. Il y a de plus en plus d'acteurs. Tous les jours, vous avez des nouveaux acteurs qui arrivent dans le secteur de la mobilité, notamment par le numérique, on le verra juste après, mais aussi par la simplification des objets liés à l'électrification. Donc, grand nombre d'acteurs et un nombre croissant, et ça ne va pas s'arrêter. Interdépendance entre les acteurs, mondialisation, et puis la nécessité de combiner simultanément le hardware et le software, et ça on le verra aussi. Et enfin, la notion d'ambiguïté, c'est-à-dire que ces différents acteurs sont à la fois des concurrents ou des partenaires en synergie et ou en dépendance, que les acteurs doivent s'interroger sur la nécessité d'ouvrir ou de fermer une ressource et de poursuivre ou d'arrêter des business units pour éventuellement réallouer des forces et des ressources sur d'autres sujets.
Ce contexte volatile, certain, complexe et ambigu est arrivé en même temps que le développement et l'irruption du numérique. Alors on peut symboliser le numérique par cette image, hein, où un acteur, Nokia, qui dominait un secteur, la téléphonie mobile, n'a pas vu arriver, n'a pas compris, ou a compris trop tard, qu'un autre acteur arrivait avec un objet un petit peu différent, mais surtout derrière cet objet, le smartphone, euh, une plateforme numérique d'application qui permet à ce téléphone de s'améliorer en permanence grâce à des systèmes d'application, le rendant plus attractif. Étant plus attractif, il attire des développeurs d'applications qui viennent enrichir le portefeuille d'applications et le rendant plus attractif. Donc vous voyez qu'on commence ici à toucher du doigt l'effet de réseau rendu possible par les plateformes numériques. Et donc on a des plateformes bifaces ou multifaces. Et ces plateformes numériques vont bouleverser plusieurs secteurs industriels, en commençant par celui de l'information, du e-commerce. Puis ces acteurs arrivent maintenant dans des secteurs industriels plus complexes, dont celui de la mobilité. Alors on va essayer de rentrer en détail un peu sur le sujet des plateformes numériques. Donc une plateforme met en relation plusieurs parties prenantes, un minimum deux. Dans ce cas, j'ai pris l'exemple de Spotify avec des artistes et du public. Il peut y avoir plus de deux, hein. Par exemple, Uber Eats met en relation des restaurants, des livreurs et des consommateurs. Pour accéder à la plateforme, il suffit de respecter des règles, notamment des règles économiques, mais des règles sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire sur la plateforme. Et la plateforme met à disposition des parties prenantes des ressources. Donc par exemple là pour les artistes, elle leur met à disposition la possibilité de déposer des œuvres sur ces plateformes. Et elle permet donc à un artiste inconnu d'entrer en contact avec un public très large. Et à l'inverse, à ce public de découvrir de nouveaux artistes. Et si la plateforme réussit à créer de l'effet de réseau, elle a donc une bibliothèque très large d'artistes et donc qui la rendent attractive pour le public. Et étant attractive pour le public, elle va attirer des artistes et donc réussir à créer l'effet de réseau. Une fois l'effet de réseau créé, cette plateforme domine un secteur. Il est très difficile d'avoir un concurrent, il peut y en avoir un, mais jamais plus. Et toute la difficulté, bien sûr, c'est de réussir à créer de l'effet de réseau au début, quand il n'y a ni public ni artiste, et très peu de plateformes réussissent ce tour de force. Donc si on essaye un petit peu de schématiser cette évolution, on a 4 étapes qu'il faut absolument avoir en tête. La première étape, c'est donc la numérisation, la digitalisation à minima de l'information. Et dans notre domaine, c'est donc aussi le sujet des usagers, de l'utilisation et des pratiques de mobilité, des infrastructures, des véhicules et des énergies. Le deuxième, c'est la désintermédiation. La plateforme doit être en relation directe avec l'utilisateur. Une fois créées ces deux étapes, on peut entrer dans la plateformisation en tentant de créer de l'effet de réseau, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Et pour les plateformes qui ont réussi à créer l'effet de réseau, alors elles peuvent accéder aux données des utilisateurs, donc savoir comment, par exemple, les gens se déplacent ou qu'est-ce que les gens écoutent comme musique, leur permettant d'une part d'améliorer la plateforme en matière de design et également de faire des propositions en se basant sur la connaissance des usages réels. Ce schéma à 4 étages montre que c'est pas la peine de s'exciter sur les données si on n'a pas réussi à créer de l'effet de réseau et si on n'a pas une plateforme. Les données d'utilisateur n'ont de sens que s'il y a une plateforme avec effet de réseau qui sous-tend ce dispositif.
Un autre regard comparatif sur ce sujet. Là, je compare donc les industries technologiques et les industries dites Fordistes. Donc, l'industrie Fordiste se base sur des ressources de type pétrole ou acier, utilise d'infrastructures de type route, énergie et transforme la valeur dans des usines avec comme modèle d'affaires l'économie d'échelle, donc besoin de faire beaucoup de produits pour faire baisser les coûts et servir un marché de masse. Dans les industries techniques, technologiques, le point d'entrée, la ressource, c'est l'accès à la multitude, c'est la capacité à désintermédier les autres acteurs pour être en relation avec l'utilisateur. Ces industries s'appuient sur des infrastructures complémentaires, numériques, Internet, cloud, GPS ou données, qui elles-mêmes s'appuient sur les infrastructures historiques. La valeur est transformée dans une application sous-tendue par une plateforme avec un mécanisme de rendement croissant qui permet de créer des effets de réseau. Et le consommateur final, c'est de nouveau la multitude, et donc pour celles qui réussissent, d'avoir un effet de traction et des données venant des utilisateurs. Le système mobilité, en fait, est un empilement de sous-systèmes composés des 4 domaines, véhicules, énergie, infrastructure, information. Véhicules pouvant être donc les voitures, c'est pas le même système que des véhicules lourds, ni que des vélos, ni que la marche, ni que les autobus pour le transport public, etc. Donc vous avez une série de sous-systèmes avec des systèmes énergétiques, des systèmes d'infrastructure et d'information. Et le point nodal, point de fuite, si on peut dire, c'est le smartphone. C'est l'objet lien qui va venir relier l'utilisateur à plusieurs systèmes d'information qui aujourd'hui cohabitent, eux-mêmes liés à plusieurs systèmes de mobilité. Alors si on tente de classer ces différents systèmes, on peut le faire selon deux paramètres clés, des mobilités individuelles ou collectives et des mobilités plutôt pilotées par le public ou plutôt pilotées par le privé. D'autres modes de classement sont également possibles. Donc si j'utilise ce mode de classement-là, on a le transport collectif, qui est donc collectif et public. L'automobile, donc qui est géré par des individus, donc plutôt dans la sphère privée. De même pour le vélo et la marche. Des véhicules en libre service sont tantôt privés, tantôt gérés par des acteurs publics. Et le covoiturage est plutôt dans la sphère privée et collectif. Un autre discriminant important est la notion de mobilité opérée, donc gérée par un tiers, qui va mettre à disposition soit le système complet, c'est le transport collectif. Vous achetez un siège et tout le système est apporté, soit partiellement apporté, par exemple pour le covoiturage. Soit des systèmes auto-opérés, donc là c'est qu'on utilise soi-même un mode de transport. Donc, ça peut être l'automobile, le vélo ou la marche. Et cette différence est importante parce que dans les systèmes opérés, un tiers va donc pouvoir avoir accès aux données d'usage, puisque l'opérateur opère son mode, il sait comment l'utilisateur l'utilise. Alors que dans les zones auto-opérées, jusqu'à présent, seule la personne qui utilise ce mode de transport a la connaissance de son mode. Ceci a changé également par le numérique puisque des acteurs arrivent à savoir par le téléphone comment les gens se déplacent. Et donc le téléphone, accédant à la fois aux données d'usage opérées et auto-opérées, permet de numériser l'information et de désintermédier les opérateurs en prenant la relation directe avec le citoyen. Donc l'automobile en haut est remplacé par
plusieurs modes de transport. De la même façon, les énergies, une multitude d'énergies, dont l'énergie électrique. L'infrastructure et l'implantation dans le territoire est donc multimodale, plurielle. Et le système d'information est centré sur le téléphone et les plateformes sous-jacentes, qui vont permettre donc d'accéder aux données d'usage. Et on voit bien dans ce contexte-là que les acteurs des systèmes d'information, à la différence de la diapo précédente avec la carte Michelin, on voit bien que ce sont les acteurs des systèmes d'information qui, par le fait qu'ils arrivent à désintermédier, se positionnent comme de potentiels leaders dans ce sujet. Et enfin, le dernier point au centre, c'est que l'activité vient aussi se transformer. Il est possible de s'effacer, de ne pas se déplacer, de se déplacer ailleurs pour réaliser autrement son activité. Et donc on a là un autre degré de liberté qui vient réinterroger à la fois les infrastructures, les modes et les énergies et les systèmes d'information. Et l'activité n'est plus, peut devenir donc un moyen de modifier son mode de transport. Alors si on se focalise sur le système d'information, on est donc passé d'un système de type guide Michelin carte borne à un système global dans lequel les acteurs des systèmes d'information sont directement reliés à la multitude. Et donc les usagers, bien sûr, sont informés, mais aussi s'informant, ils produisent des données et vont utiliser des produits conçus à partir de ces données. Si on prend l'exemple de la carte, Google Maps informe et collecte en même temps des données d'usage. Et donc, on a bien des effets de réseau qui sont établis et puissants à travers le monde. Ça permet d'avoir du trafic temps réel tout en fournissant des données pour améliorer la prédiction du trafic temps réel. Ça peut aussi se conduire comme l'exemple sur la gestion du trottoir, où le trottoir va se numériser et on va avoir un système de gestion du trottoir. Un autre exemple et conséquence, cette spin-off de Google, Replica, qui propose, en s'appuyant sur les données d'usage qui remontent des téléphones, de faire de la prédiction, de faire de l'optimisation du système urbain et notamment des transports. Et donc voilà un acteur purement du système d'information qui va venir conseiller les villes et les opérateurs de mobilité. Et donc on a un déplacement en fait de la connaissance, c'est-à-dire que les acteurs des systèmes d'information ont aujourd'hui plus de savoir sur les pratiques de mobilité des citoyens que la collectivité. Et donc je rappelle que le mot autorité, donc l'autorité organisatrice des mobilités, le mot autorité vient du latin augere qui veut dire savoir augmenter. L'autorité est liée au savoir. Et là aujourd'hui, le savoir est plutôt détenu par les acteurs du numérique en matière de pratiques de mobilité, ce qui pose un certain nombre de questions au niveau de la gouvernance. Si on regarde maintenant, si on fait un focus sur le système véhicule énergie, donc on a aujourd'hui un système piloté par l'automobile moteur thermique pétrole, l'automobile possédée avec une clé achetée. Le moteur thermique est bien sûr une formidable barrière à l'entrée pour les acteurs en place. Et aujourd'hui, si on analyse en détail le modèle d'affaires des constructeurs automobiles, la voiture se vend au kilowatt et au kilo. Plus on fait une voiture lourde et puissante, plus on peut la vendre cher. On peut faire aussi des allègements du côté des organes techniques, mais globalement, les voitures s'alourdissent, ce qui permet d'augmenter les prix, ce qui légitime l'augmentation des prix. Alors tout ceci va bien sûr à l'encontre
de toute velléité de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la consommation d'énergie, mais c'est comme ça qu'aujourd'hui les acteurs industriels en place ont structuré leur modèle d'affaires. Ils ont créé de l'effet de réseau, comme on l'a vu au début, par la domination de l'espace et la création de l'insécurité gérée avec comme solution d'utiliser l'automobile pour résoudre ce problème d'insécurité. Et ils font d'alliance avec d'autres acteurs, notamment en grande distribution. Et aujourd'hui, ce qu'on peut résumer, on peut dire donc, que le profit sur l'objet automobile pilote le design de l'objet. L'évolution possible, en tous les cas, on commence à l'observer, c'est donc un pilotage par les données d'usage, une spécialisation des objets en fonction du service et une électrification qui ouvre, en supprimant le moteur thermique, qui ouvre ce domaine à un grand nombre d'acteurs industriels nouveaux, éventuellement venus des secteurs numériques. Et donc on a une combinaison de phénomènes qui se mettent en place, accès aux données d'usage, effet de réseau puissant lié aux plateformes numériques. Et donc on peut avoir un système où la donnée d'usage va piloter le design des services et des objets. Et donc les véhicules seront conçus à partir des données d'usage. Et le fait qu'ils soient électriques va faire venir, ou fait venir déjà aujourd'hui, d'autres acteurs industriels pour les concevoir et les produire à grand volume. Et donc on a deux options. Soit on va poursuivre l'électrification de l'automobile, éventuellement sa numérisation, soit on ouvre la création d'une nouvelle industrie, des composants, des operating systems, une nouvelle forme d'assemblage et de design de ces objets roulants. La deuxième option ouvre plus d'opportunités en matière d'efficacité énergétique, de fusion entre les différents modes, mais également plus de risques pour l'Europe puisqu'elle est moins bien préparée et qu'elle ne dispose pas aujourd'hui de plateformes numériques à l'échelle et donc de capacité à créer l'effet de réseau. Alors je vais enchaîner une série de diapos pour reprendre ce sujet sous plusieurs angles. On a bien donc aujourd'hui une répartition de la valeur qui n'est pas uniquement centrée sur l'objet ou la capacité à industrialiser des véhicules électriques. Ça, c'est relativement simple. Et d'ailleurs, les composants deviennent progressivement des commodités. Moteur électrique, c'est relativement simple. Les batteries sont produites par d'autres acteurs à grande échelle aujourd'hui. La plateforme roulante pour des véhicules urbains est relativement simple. Par contre, la valeur pour certains acteurs qui aujourd'hui les possèdent, ce sont bien les données des utilisateurs qui vont permettre de concevoir les objets répondant aux besoins et de mieux coordonner la production de ces objets, le design de ces objets au contexte et aux autres modes de transport. Et donc, premier mouvement de fond, il faut avoir une plateforme avec l'effet de réseau pour créer et maîtriser les données d'usage afin de pouvoir piloter le design des objets roulants. Deuxième regard, donc cette image d'une Jeep de l'armée américaine fournie en kit pour pouvoir ensuite, pour des effets logistiques, pouvoir ensuite la remonter et la livrer partout. Dans un monde numérique avec des véhicules électriques, l'émergence de composants standardisés électriques est en train d'arriver. Et donc, que donnerait cette image de véhicules électriques fournis en kit, permettant le montage, démontage, remontage, éventuellement la réparation, et la combinatoire de ces composants. Donc, on a un deuxième mouvement de fond, l'électrification qui simplifie les objets roulants, le hardware, le software, et en conséquence, la production des véhicules pourra se faire soit dans des grandes usines totalement automatisées, mais également dans des lieux relativement minimalistes où le montage pourra être manuel ou quasi manuel,
assistés par des outils connectés et des guides de montage, en fonction des territoires, bien sûr, des contextes et des objets. Troisième regard sur les Low Speed Electric Vehicles, les LSEV, donc des petits véhicules électriques urbains, extrêmement simples, conçus pour des usages à faible vitesse dans des environnements urbains. Là aussi, un assemblage de nouveaux types de véhicules avec des composants assez légers, rudimentaires, standardisés, et donc il serait possible de monter, démonter, réparer, reconfigurer des objets de ce type-là dans plusieurs territoires, et cela va donc avoir des conséquences en matière. Autre regard actuel, il est possible aujourd'hui d'acheter sur Alibaba un véhicule de ce type-là, qui est donc un low-speed electric véhicule, un prix très modeste, inférieur à 2000 dollars. Et donc ces objets sont en train d'arriver et on voit bien qu'ils viennent frontalement en opposition à un modèle traditionnel d'automobile extrêmement cher, conçu pour faire l'enveloppe des usages. Là, on vient sur un produit très low cost, répondre à un besoin urbain à faible vitesse. Et cela souligne aussi le rôle des territoires dans leur capacité à faire évoluer les conditions d'usage, comme on vient de le voir avec la ville de Paris qui passe à 30 km/h. Ces contextes en fait vont légitimer ou invalider des choix techniques de faire des véhicules qui peuvent rouler à 200 km/h. Autre angle de regard sur le sujet de l'énergie, quelques acteurs industriels, notamment en Chine, travaillent sur des systèmes de batteries swappables. Donc on peut soit changer avec des robots. Donc en fait, on vient changer la batterie dans une station, soit le faire à la main sur ce petit véhicule urbain en haut avec l'aide de valises. Là aussi, le développement ou pas d'un système de batterie swappable pourrait avoir des conséquences sur la chaîne de valeur, sur la capacité à utiliser ces batteries pour d'autres usages, notamment dans l'habitat, attise des connexions avec le sujet des énergies renouvelables. Et donc, voilà, quels sont les acteurs qui aujourd'hui réfléchissent à se positionner. Et bien sûr, il y a aussi là aussi l'effet de réseau. Les constructeurs chinois qui travaillent sur ce domaine sont en train de réfléchir à des standards sur le sujet des batteries swappables, de même que certains acteurs américains et européens. Et donc, qui va finaliser et proposer les meilleurs standards. Est-ce qu'on réussira à standardiser les batteries pour passer d'un type de batterie générique? Ça, c'est aussi des questions qui peuvent radicalement modifier la chaîne de valeur. Et puis, autre angle, de nouveaux acteurs industriels, comme je l'ai évoqué, arrivent sur le sujet de la voiture, des acteurs qui viennent du numérique, comme Foxconn, qui a annoncé fin d'année dernière sa volonté de devenir l'Android de la voiture électrique, donc de proposer une suite logicielle permettant de piloter, de développer sur une voiture électrique, mais également de concevoir le hardware, donc une base roulante électrifiée en marque blanche ou éventuellement à fournir uniquement quelques composants de ce système. Il devient alors possible à de nombreux acteurs industriels de concevoir des objets roulants qui correspondent à leurs besoins. Et cela modifie profondément la chaîne de valeur, le design des objets. Et ce type d'acteur est assez crédible dans sa capacité à produire à grande échelle des objets techniques complexes.
Et enfin, cet exemple d'Apollo, qui est le projet open source de Beidou concernant la voiture autonome. Beidou a choisi l'open source pour développer une suite logicielle permettant de robotiser tout un tas de véhicules et engins. Là aussi, l'objectif de Beidou, c'est de viser des effets de réseau avant de fermer et d'avoir un système propriétaire. L'effet de réseau est plus important que la propriété. Et donc, il développe et il ouvre un certain nombre de logiciels permettant de robotiser. Et plus il y a d'acteurs industriels qui utilisent son système, plus il s'améliore, et plus il s'améliore, plus il est intéressant. Et donc il électrifie, il robotise aujourd'hui un grand nombre de véhicules. En synthèse, on a un certain nombre de contraintes qui opèrent sur le système automobile, des contraintes territoriales gérées par des acteurs plutôt publics comme les zones faibles émissions, de nouveaux acteurs issus plutôt d'acteurs numériques ou de nouveaux industriels au sens large, des contraintes pour se diversifier d'un point de vue énergétique, des acteurs numériques qui ont déjà des plateformes avec effet de réseau, et puis tout un tas d'acteurs qui viennent proposer des services de mobilité sur une partie de l'offre aujourd'hui proposée par l'automobile. Et ces acteurs ne vont cesser de proposer des services de plus en plus performants, de plus en plus connectés, de plus en plus fluides. Et puis, comme on l'a vu, un certain nombre d'opportunités créées notamment par le numérique. Et donc un acteur qui se positionne pour faire levier des opportunités offertes par le numérique pourrait envisager eh bien, de s'appuyer sur des commodités ou de développer des commodités à son avantage, de produire des véhicules serviciels permettant de fournir une multitude de niches, de concevoir des véhicules réparables, recyclables à l'infini, gérés par des professionnels, d'aider les collectivités à produire des données permettant de mieux piloter la mobilité dans les territoires et globalement d'intégrer une offre de mobilité dans des offres plus globales, couplant transport public, vélo, etc. Et donc toutes ces opportunités sont à étudier par à la fois les acteurs en place et de nouveaux acteurs. Si on revient sur le sujet de l'autorité organisatrice des mobilités, comme on l'a vu, elle doit coordonner plusieurs modes de transport sur un territoire, faire évoluer ce territoire et la répartition d'espace public, enclencher ou renforcer des alternatives au pétrole et piloter tout ça avec un usage des données qui reste à consolider, n'ayant pas ou ayant peu d'effet de réseau sur les plateformes numériques possédées par l'autorité. Et donc, les questions que ça soulève, quel rôle pour l'autorité, quel levier d'action, quelle capacité à créer l'effet de réseau, tout ça pour réallouer différemment l'espace public, réduire la part de l'automobile et réduire l'utilisation de produits fossiles. Alors, pour cela, l'autorité organisatrice de la mobilité doit s'engager massivement pour faire levier des opportunités offertes par le numérique et pour cela va être obligé de doser en fait le niveau d'intermédiation. Vous vous rappelez qu'au début il faut numériser puis désintermédier pour créer une plateforme numérique. Et donc ce niveau d'intermédiation des intermédiations, la web va devoir se positionner entre maîtriser la totalité, donc complètement à gauche, ou confier à des acteurs privés cette intermédiation des intermédiations. Avant ça, elle doit se questionner sur les objectifs qu'elle cherche à atteindre,
Cherche-t-elle à réduire la présence de l'automobile sur son territoire, à développer des mobilités inclusives, à proposer une offre intégrée pour les touristes? Comment ensuite elle va suivre la réalisation de ses objectifs et donc avoir des données, des retours de données d'usage des utilisateurs? Quel est le niveau de digitalisation qu'elle maîtrise aujourd'hui en matière de données ouvertes? Quelle est la qualité de ces données ouvertes? Et globalement, cela touche la culture de l'organisation. Est-ce qu'elle utilise et maîtrise des standards numériques, des normes? Et enfin, quel dosage d'intermédiation elle souhaite pour réussir à créer de l'effet de réseau? Une fois ces questions posées, elle peut utiliser également des ressources pour faire le lien entre les acteurs publics et les acteurs privés, à l'interstice entre ces domaines, on va y venir. Alors je rappelle dans cette diapo les avantages et inconvénients en fait des différentes de ces choix-là. Euh, pour un choix exclusivement public, la question va être de réussir à créer de la masse critique et de l'effet de réseau. Quelle relation avec les usagers, quelle maîtrise des standards et pilotage par la donnée, capacité ensuite à mettre à jour, à maintenir et à faire évoluer ce système technique, cette offre de masse qui serait pilotée uniquement par la puissance publique. Et bien sûr, l'avantage dans ce choix-là, complètement à gauche, c'est d'avoir une intégration globale de la politique publique, puisqu'elle va pouvoir intégrer dans le MAS toutes les mesures de politique publique qu'elle le souhaite. Complètement à droite, si l'AOM délègue à des acteurs privés l'intermédiation, eh bien le risque c'est un lock-in, c'est-à-dire que c'est l'acteur privé qui va maîtriser ça avec des difficultés ultérieures pour sortir de cette relation avec l'acteur privé. Par contre, la relation aux usagers sera au départ plus facile puisque l'acteur privé considéré en général une plateforme numérique avec effet de réseau. Et les points qui sont à travailler, c'est comment l'acteur public peut intégrer dans la plateforme privée des mesures de politique publique et quelles conditions pour accéder aux données d'usage. À l'interstice entre les deux domaines, public et privé, eh bien les communs, le sujet de l'open data, les schémas de données, la constitution d'infrastructures numériques publiques comme le registre de preuves de covoiturage ou le compte mobilité sont des systèmes techniques qui permettent eh bien de créer de la porosité entre les mondes publics et les mondes privés, puisque ça permet, par exemple pour le registre de preuves de covoiturage, d'alimenter une infrastructure numérique publique à partir des données d'usage d'acteurs privés, permettant à l'autorité organisatrice de prendre des décisions à partir de la donnée. Donc on voit bien que c'est une passerelle entre les acteurs publics et privés. De même, le compte mobilité se construit pour permettre aux acteurs privés d'alimenter un compte qui fournira des informations en matière de politique publique, mais également qui fournira à l'usager des facilités pour accéder à des services privés. Donc le sujet des communs, de ces ressources ouvertes est travaillé notamment par la fabrique des mobilités et comme on l'a vu, il permet de créer de la porosité. Alors en synthèse, quelques pistes d'action que chacun peut enclencher dans votre domaine, dans votre industrie, dans votre entreprise, dans votre territoire. Comment créez-vous de l'effet de réseau? Positionnez-vous sur les 4 étapes. Quelle relation avez-vous avec tous les autres acteurs du système des transports dans un contexte volatile, incertain, complexe et ambigu? Avez-vous identifié votre valeur différenciante et engagé des actions pour mutualiser tout ce qui n'est pas différenciant, notamment en utilisant des licences ouvertes et des communs?
Connectez-vous aux communautés open source qui travaillent sur les différentes ressources qui vous intéressent. Identifiez et contribuez aux infrastructures numériques publiques pour créer de l'effet de réseau et optimiser l'espace public, réduire les externalités. Et enfin, capitalisez et documentez vos retours, vos échecs, vos réussites et partagez largement ces projets-là. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté ces 45 minutes. Vous allez retrouver pas mal d'informations sur mon blog, Transport du futur, et également de nombreux projets de commun sur le site de la Fabrique des Mobilités, son wiki, son forum, pour échanger sur ces sujets-là. Merci.